Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce 11e podcast Manchester Devils. Donc je vous rappelle avant de commencer que Manchester Devils c'est le site www.manchesterdevils.com, le forum.manchesterdevils.com, la page Twitter, la page Facebook, le podcast que vous écoutez très certainement en ce moment sur YouTube, Spotify ou Google Podcast. Et puis c'est également une association grâce à laquelle on arrive à avoir des fonds pour faire vivre notamment notre site, notre forum et organiser des concours sympas. On fait gagner des maillots, on fait gagner des cadeaux, donc n'hésitez pas à venir voir ça un petit peu sur notre site. Donc moi c'est Skolcy, Ellie pour les personnes qui nous suivent depuis un petit moment maintenant. Et donc ce soir je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut, donc je suis très content d'être là pour le 11e podcast, c'est le numéro de Geeks, c'est bien, c'est un petit numéro qui est sympa chez nous, et j'espère que ça va bien se passer. Yes, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Salut Nat. Salut tout le monde, au plaisir encore une fois. Et ce soir, on a donc une personne qui est là pour la première fois avec nous. Salut Adama. Salut tout le monde. Moi, ça fait très plaisir d'être là. Surtout en plus, je commence mon tout premier podcast par une victoire. Donc moi, c'est Adama. Je suis inscrit sur le forum depuis un petit moment, même si je suis pas très actif. Et là, j'ai envie de partager aussi ma passion pour ce club immense et j'espère que tout va bien se passer. Ça va bien se passer également. Donc merci à tous les trois et encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le podcast comme Adama ce soir qui fait sa première avec nous. N'hésitez pas, laissez-nous un commentaire sur YouTube ou sur notre forum. Venez discuter avec d'autres membres passionnés sur tous les sujets qui concernent notre club. Donc le sujet de ce soir, on va discuter de la victoire contre Leeds de cette première journée de championnat 5-1, un match qui nous aura tous fait beaucoup de bien au moral. Et on va également parler un petit peu du tirage au sort de la Ligue des Champions qui est prévu dans 10 jours désormais. Vous êtes prêts ? Toujours. On y va. Ouais. Allez, c'est parti pour cette première partie. Donc ce week-end, c'était la reprise de la Première Ligue, Manchester United contre Leeds United à Old Trafford. Une très belle victoire, 5-1, qui a mis un peu de temps à se dessiner, puisque à la pause, il y avait 1-0, but de Bruno Fernandes, puis l'égalisation de Ayling à la 48e minute, et puis ensuite, ça a été le festival pendant les 20 minutes qui ont suivi, et puis une gestion ensuite plutôt tranquille jusqu'à la fin du match. Dans la compo de départ, donc on avait De Gea qui était dans les buts en l'absence d'Henderson. On avait Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka en défense. McTominay, Fred en milieu récupérateur. Bruno Fernandes en créateur. James et Pogba sur les côtés et Greenwood devant. Donc ça, c'est une composition qui a fait du bruit parmi les supporters mancuniens. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette compo? Et on va commencer par Adama sur le sujet. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as vu cette compo sortir avant le match? J'ai pas été surpris et j'ai plutôt été content de voir cette compo, même si je pense qu'on aimerait tous voir Van de Beek à l'œuvre. Là, je pense qu'il fallait démarrer sur du classique, sur quelque chose qu'on connaît bien, face à un adversaire qui est quand même aussi coriace. On sait que c'est pas facile le premier match, même si c'est à la maison. On se souvient l'année dernière. Donc moi, j'étais plutôt content de cette compo, même si je suis pas forcément fan de Pogba à gauche, même si ça c'est sur le papier. Après, sur le terrain, ça n'a pas forcément été toujours le cas. Mais d'avoir un milieu, comme on l'appelle affectueusement McFred, ça assure quand même un certain équilibre, surtout face au pressing de Leeds. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, donc j'étais plutôt content. Moi, à l'inverse, je reconnais amplement avoir pas du tout apprécié la composition. Euh, Parce qu'effectivement, quand on avait vu le match de réparation contre Everton avec le duo Matic-Van de Beek,
franchement, et qu'au final, aucun des deux n'était titulaire, surtout Van de Beek, parce qu'encore Matic, ça peut s'expliquer par l'intensité et le fait qu'il soit vieillissant, mais pour Van de Beek, j'avoue ne pas avoir compris pourquoi on l'a pas vu dans l'11 de départ. Sachant aussi que, au-delà du fait que Fred McTominay, comme on le sait depuis l'année dernière, c'est quand même une garantie peut-être effectivement, on va dire d'un bloc bas peut-être plus dense. Mais d'un autre côté, ça nous limite quand même beaucoup en termes de transmission, en termes de préparation des attaques, etc., comme on le sait. Mais c'est surtout le fait que ni Fred ni McTominay ne semblaient vraiment, comment dire, dans le rythme. Surtout McTominay, qui en plus avait contracté une légère blessure juste avant le match contre Everton et qui avait joué que 20 minutes en tant que défenseur central de surcroît. Je reconnais que j'avais un peu peur à ce niveau-là. Quant à Pogba, ailier gauche, on l'a déjà beaucoup vu l'année dernière et c'était, on va dire, mi-figue, mi-raisin, mais c'était pas forcément catastrophique dans la mesure où ça lui permettait aussi d'être soulagé de certaines tâches défensives qui restent son gros point faible. En dehors de ça, sur le reste, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Greenwood en pointe, c'était assez logique, puisque Martial n'est pas du tout dans le rythme. On sait que Rashford est blessé et que Cavani n'était pas encore de retour à Manchester à ce moment-là. Et que Sancho était peut-être un peu juste physiquement pour démarrer effectivement ce match. Donc, en dehors de la paire de McTominay-Fred, je trouvais cette composition tout à fait logique, quand même, malgré tout. Donc, plutôt mitigé, mais pas non plus outré, quoi. Je pense plutôt que je penche du côté de Nat. Comme lui, là, j'ai pas été très enthousiaste à la lecture de la compo, qui était clairement une compo 100% saison dernière. On va pas se mentir. On est reparti sur les mêmes bases, donc avec Fred et McTominay, où tu vois qu'on cherche énormément de solidité et qu'on se repose encore sur des performances individuelles, donc clairement Pogba et Bruno Fernandes pour aller chercher un petit peu de création et marquer clairement, hein. D'ailleurs, quelque part c'est ce qui lui donne raison puisque les buteurs sont clairement Pogba et Fernandes. Donc j'avoue que c'était assez décevant. Au niveau du gardien, du coup, Anderson n'étant pas disponible, du coup, la feuille de match s'est imposée d'elle-même, mais j'aurais été curieux de savoir ce qui se serait passé si les deux avaient été disponibles au même moment. Donc, le score lui donne clairement raison, hein, à Ole Gunnar, hier. Mais, le choix de la compo, pour l'instant, à mon sens, c'est pas, rien n'a changé, quoi. Donc, je suis pas si content que ça. Le score, bien évidemment, me rend content, mais pas particulièrement la compo de base. Ok, et par exemple, le fait que Sancho, qui était attendu comme le Messi évidemment, qui est enfin un Red Devil maintenant, ne soit pas titulaire, est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes dit, bon, voilà, c'est normal, il n'est pas dans le rythme, effectivement, il vient d'arriver, etc. Ou vous, enfin, si vous étiez dans le fauteuil du coach, vous l'auriez directement lancé dans le bain pour, je sais pas, c'est une première journée de championnat à Old Trafford, premier match depuis mars 2020 qui se fait avec un guichet fermé ou en tout cas avec plus de 70 000 spectateurs. Comment vous avez perçu justement le fait qu'il ne fasse pas jouer Sancho? Est-ce que c'est ok, on l'intègre graduellement ou est-ce que c'est qu'il a joué petit bras d'après vous? Pour te répondre, là par contre, je partage son point de vue. J'aurais pas lancé Sancho dès le début du match. On a assez de joueurs qui sont expérimentés pour commencer. On a eu la chance, c'est parce qu'on a bien joué et on a été aidé par Leeds qui n'ont pas été au top non plus, on va pas se mentir. Je pense que c'était bien de le lancer en deuxième mi-temps. Par contre, je l'aurais pas mis à la place de James. J'aurais laissé James sur le terrain. Mais je pense que pour ça, c'était le bon choix. Clairement, le fait de lui donner une trentaine de minutes, peut-être un petit peu moins, mais à peu près quoi. Pour moi, c'était la bonne solution. Surtout qu'on a vu aussi que sur son entrée, on sentait qu'il y avait ce manque de rythme justement, qu'il fallait prendre un peu le pouls. Donc là-dessus, comme je l'ai dit, clairement, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Solskjaer. Ça me paraît logique d'aller au fur et à mesure progressivement. Il sera peut-être titulaire au prochain match, qui sait, on verra en fonction de ce que Solskjaer décidera. Mais là-dessus, franchement, je ne vois pas trop ce qu'on peut reprocher aux Norvégiens, surtout au vu du score, du fait qu'en plus c'était idéal, on mène 5-1, on le fait entrer un petit peu déjà pour qu'il ait l'accueil du public, très chaleureux. Et pour qu'ils se mettent en jambe petit à petit dans un contexte sans la moindre pression, quoi. Après, j'aurais été curieux de savoir ce que ça aurait donné si on avait été en difficulté, par exemple à un partout. Est-ce qu'on aurait fait rentrer Sancho 20 minutes avant la fin du match? Ça, c'est une petite question qui pourrait se poser. Mais sur ce match, rien à dire sur le cas Sancho.
Effectivement, on a eu la chance de ne pas avoir besoin d'en arriver là cette fois-ci. Adama, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pareil que Nat, je partage complètement son point de vue. Rien à ajouter. Ok, très bien. Merci à tous les trois. Si je devais vous demander de retenir un joueur vraiment qui vous a marqué sur cette rencontre, et il y a eu plusieurs prestations quand même qui valaient le détour, et si je dois vous demander aussi de retenir un joueur qui ne vous a pas apporté satisfaction, justement un top et un flop, voilà, qui seraient les deux joueurs que vous mettriez en avant? Alors on va commencer que par les tops si vous voulez bien. Donc Adama par exemple, ton top sur ce match, ça serait qui? Il y a eu beaucoup de tops, mais moi je partirais plus sur Greenwood, où j'ai été agréablement surpris sur son positionnement en tant que numéro 9. Ce que je voulais voir, c'était son jeu dos au but. On sait que sur le côté droit, il percute beaucoup, il mise beaucoup sur sa vitesse. Et là, tout seul en tant qu'attaquant de pointe, son jeu dos au but, c'est vrai que sur les 20 premières minutes, j'étais un peu sceptique. Je, je le sentais pas très très bien, mais à partir du moment où on a marqué, là, je le sentais un peu mieux, où il était plus solide sur ses jambes et il proposait plus, il combinait plus. Donc non, c'était un bon match, un bon match de sa part. Même si d'autres ont également fait un bon match, mais Greenwood m'a vraiment bien surpris. Pour ma part, j'ai vraiment hésité entre deux joueurs. Pour le coup, j'ai pas fait preuve d'une grande originalité, puisque j'ai hésité entre Bruno et Pogba. J'avais même dit sur le forum que j'aurais opté pour Pogba. Finalement, après réflexion, je préférais mettre l'accent sur la performance de Bruno Fernandes, car tout simplement, quand il est dans cette forme-là, c'est un joueur de classe mondiale, tout simplement, il faut le dire. Le mec, au-delà des 3 buts, parce que déjà mettre 3 buts sans pénalty, s'il vous plaît, hein, j'insiste bien là-dessus, et des buts qui sont pas forcément faciles à mettre de surcroît, hein. Il faut une certaine maîtrise technique pour les mettre quand même s'il a bien été aidé, bien sûr, par ses coéquipiers aussi qui ont bien combiné. Mais ce que je vois surtout, c'est il était hyper actif, il était partout. Et il a récupéré pas mal de ballons aussi, il a beaucoup combiné. Enfin, on a vraiment vu un match d'un vrai leader technique, quoi, très tout simplement. Et les 3 buts, forcément, sont une belle cerise sur le gâteau. Mais même en dehors de ça, j'ai trouvé que sa performance était quand même vraiment digne de ce qu'on peut attendre de lui et de ses débuts chez nous aussi, avant qu'il ne soit un petit peu surexploité et donc que ses performances conséquentes baissent. Mais voilà, un Bruno Fernandes, si Solskjaer arrive à bien gérer son cas cette année, c'est-à-dire à ne pas le faire jouer 90 minutes tous les 3 jours, franchement, ça promet pour la saison qui vient, franchement. Et puis avec l'arrivée de Sancho, j'ose espérer que ça va être encore plus explosif, quoi. Donc vraiment, un match qui m'a beaucoup plu de toutes parts de sa part, quoi. Et aussi Pogba était très bon, mais je préférais mettre l'accent quand même sur notre meneur lusitanien qui est pour moi vraiment te remettre à jouer cette saison et j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. Alors, je partage l'avis sur Pogba, mais c'est pas lui que je choisirai en top, mais il faut quand même en parler quelques secondes parce que bah, du coup, il sera sélectionné par personne ce soir et que c'est pas par rapport à sa prestation qui a été XXL, surtout passer les 20 premières minutes de jeu, parce que j'ai trouvé que par contre l'entrée était un peu difficile. Après, c'est le premier match de la saison, on peut pas non plus exiger une performance au top dès la première minute, mais il est monté en puissance pendant le match, donc ça c'était très bien. Moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur Lindelof pour plusieurs raisons. Déjà parce que il a fait un excellent match, clairement. Il a fait un excellent match défensif et en transition au niveau passe. On sait que c'est une qualité qu'il avait, mais c'est pas une qualité qu'on voit tout le temps, malheureusement, qu'il exploite forcément. Là, on l'a vu alterner jeu long et jeu court, et on l'a vu être solide en défense. Je voulais m'appuyer ça parce que le même jour a été officialisé donc Varane, l'arrivée de Varane, qui place normalement Lindelof clairement troisième dans la hiérarchie, au mieux pour lui. Et que je trouve ça bien que le jour de l'arrivée, en gros, bah, il montre que quand même il a les dents et qu'il souhaite, il souhaite se battre pour sa place. C'est pas juste quelqu'un qui a l'air de vouloir servir de remplaçant, d'autant que je crois qu'il vient de passer capitaine de sa sélection au passage. Donc je pense qu'il va avoir la motivation et les dents pour essayer d'aller chercher sa place de titulaire cette saison, même si sur le papier c'est pas gagné parce que malheureusement je pense que il y a une hiérarchie qui va se faire sur le papier avant même de voir Varane jouer chez nous, hélas. Mais en tout cas, voilà, je vais lui rendre hommage sur le premier match parce qu'il a assuré, on l'a vu plus que Maguire qui est le capitaine et qui était l'élément fort de l'année dernière. Donc je pense que bah, pour ce premier match, il mérite à mon sens la place de top. Très bien, merci Jérémy, merci à tous les trois. On passe au flop.
On peut faire dans le même ordre ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Est-ce que Adama, tu veux commencer ou est-ce que tu veux laisser quelqu'un d'autre prendre le relais? Alors, mon flop sur ce match, je pense que parmi tous les joueurs qui étaient présents sur la pelouse, je pense on l'a tous vu. Le moins bon, c'est James, malheureusement. On connaît ses qualités, on sait qu'il est généreux, qu'il est volontaire, qu'il fait les efforts. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas forcément suivi. Euh, Moi, je voudrais pas être trop dur avec lui. Je pense qu'il pourrait vraiment nous servir pour la saison. Il apporte de la variété sur les côtés, des choses qu'on n'a pas forcément. Son profil là, on l'a pas forcément. Donc, moi, pour moi, c'est quand même encourageant. Je voudrais pas le mettre une note trop négative. Euh, je pense qu'il plus tard dans la saison, il nous servira et ça va être encourageant pour la suite. Et c'est bien qu'à sa sortie, il n'ait pas été sifflé, qu'il ait plutôt été applaudi. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut dire que et c'est là que les publics anglais sont généralement assez bien vus. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de public, c'est que c'est très rare qu'un de nos joueurs soit sifflé quand même. Même quand il est mauvais, je crois qu'il y a très peu de joueurs qui ont eu vraiment un mauvais traitement de la part des fans, à part peut-être Fellaini ou quelques autres exemples qui me viennent en tête comme ça. Mais globalement, c'est très rare qu'un de nos joueurs soit sifflé quand même. Donc, encore heureux quelque part. Surtout que le match de James en soi, il n'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, si on se base que sur sa performance, bon, il y avait évidemment beaucoup de déchets, notamment dans ses prises de balles, dans la finition, etc. Et c'était très frustrant. Au final, en plus, bah, il se retrouve bredouille avec 0 but et 0 passe décisive. Pour un match à 5 buts, c'est un peu dommage quand même. Il marque pas, clairement pas des points, même si on sait très bien que avec l'émergence de Sancho, il va pas être titulaire encore très longtemps. Là, c'était plus parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Sans oublier Rashford, bien entendu. Mais pareil, je rejoins Adama sur un point, c'est que j'irai pas trop le blâmer pour autant, parce qu'on voit quand même qu'il est généreux, qu'il a cœur à l'ouvrage et que quand même, je pense qu'il a fait un peu de mal aussi à cette défense de Leeds qui était de toute façon déjà dans une situation bien compromettante, surtout sans leur joueur clé Calvin Phillips, s'il précisait. Mais tout au long de la saison, je pense qu'il aura effectivement son utilité, notamment pour rentrer en fin de match, quand l'équipe en face sera un petit peu émoussée. Je pense qu'il peut vraiment apporter de bonnes choses, mais malheureusement, je pense que son rôle ne sera jamais au-delà de ce rôle de rotation, voire de soutien, quoi. Mais bon, c'est pas un match catastrophique, mais clairement, j'espère quand même qu'il essaiera de faire un peu mieux les fois suivantes. Mais bon, il n'a pas été nul non plus, mais bon, un peu décevant, quoi. Très bien. Jérémy, pour toi, est-ce que James sera ton flop ou est-ce que tu as un autre choix qui se dessine? Alors non, j'ai un autre choix et je veux juste réagir quelques secondes sur James. J'ai pas trouvé son match si mauvais que ça. Alors je sais que pour la majorité des fans, il a été élu le mauvais homme du match entre guillemets, mais je l'ai trouvé, moi je l'ai trouvé généreux dans l'effort. Je l'ai trouvé souvent bien placé aussi. Il a clairement un problème de finition, ça c'est certain, mais c'est un problème qui est récurrent. C'est pas que là sur le dernier match. Mais je l'ai vraiment pas trouvé si mauvais que ça, notamment dans l'effort défensif et dans l'effort créatif. Il était vraiment pas si mauvais que ça. Et il était déjà en place physiquement, ce qui, le premier match de la saison, je trouvais déjà quelque chose d'intéressant. Pour rebondir, je vais plutôt passer sur mon flop. Moi, je citerai Fred plutôt. Désolé Antoine si tu nous écoutes. Parce que du coup, je l'ai trouvé sur ce match clairement en dessous de McTominay qui a su se mettre en valeur. Donc, étant donné que les deux ont un job relativement similaire, bah c'est donc du coup c'est sur lui que ça tombe. Je sais qu'il a mis un but qui, je pense, a surpris un peu tout le monde parce qu'il sort un petit peu de nulle part. Tant on l'avait pas vu dans le match avant, et parfois quand on voit pas un joueur, c'est parce qu'il y a un bon travail de l'ombre. Et là, sur ce match-là, c'était plutôt l'homme invisible que le bon travail de l'ombre. J'ai pas de grosses erreurs à lui reprocher. C'est ce que j'ai à lui reprocher, c'est clairement un léger manque de visibilité qui, je pense, a été masqué par une bonne activité qu'il avait à côté de lui, entouré entre Pogba et McTominay. Donc, du coup, je l'ai retrouvé un petit peu en retrait, étant donné que c'est notre point où on est censé être les plus forts, c'est le secteur où on est censé être les meilleurs. Donc, pour moi, le flop lui revient sur ce match.
C'est très clair. Merci à tous les trois. Alors juste au cas où vous ne seriez pas au courant, donc sur notre site, vous pouvez noter après chaque match les joueurs de Manchester United sur 5, donc entre 1 et 5. Sur ce match, donc vous avez lu Bruno Fernandes, homme du match, donc avec une note de 4,97 sur 5. C'est difficile de faire mieux. Je crois que de mémoire, il y a un seul joueur qui a fait mieux depuis que ce concours est en place. C'était McTominay, justement, l'an dernier contre Leeds. Il avait marqué 2 buts et donné une passe décisive. Numéro 2 sur ce match, Pogba avec 4,92, qui est excellent aussi avec ses 4 passes décisives. Numéro 3, Greenwood. Et ensuite, Lindelof, 3,87. McTominay et Fred ex aequo avec 3,61. Maguire avec 3,50. Luke Shaw, De Gea, Wan-Bissaka qui sont au-dessus de 3 également. Sancho qui est rentré 15 minutes, qui n'a pas eu le temps de briller, mais en ayant joué moins de 20 minutes, sa note ne sera pas prise en compte de toute façon à 2,70. Matic à 2,63. Martial à 2,58. Et James à 2,49. Donc effectivement, par rapport à ce que tu dis, Jérémy, bon, il a 2,49. Il est juste en dessous de la moyenne. Il n'a pas non plus fait un match complètement horrible, hein. Il faut savoir que sa moyenne sur la saison passée à Daniel James était de 2,64. Donc finalement, il n'est pas si loin du niveau moyen si on tient compte des notes que vous lui avez attribuées la saison passée. Voilà, donc n'hésitez pas, venez noter également les joueurs et puis il y a un classement sur la saison qu'on surveillera de près au fur et à mesure. Très bien, on va passer au sujet suivant sur ce match. Bon, on sait que Ole Solskjaer, c'est quelque chose qui lui est reproché assez régulièrement, c'est la gestion des changements. Là, sur ce match, donc, il a fait rentrer Nemanja Matic à la 69e minute, donc il a joué 20 minutes. Il a fait rentrer Sancho et Martial à la 75e, ils ont joué un quart d'heure chacun. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à dire là-dessus? Voilà, est-ce que ça vous paraît quelque chose de plutôt cohérent? Est-ce que vous auriez voulu voir certains joueurs plus longtemps ou voir certains joueurs tout court qui ne sont pas rentrés sur la pelouse? C'est quoi votre avis là-dessus? Jérémy, ouais. Oui, moi bon, comme souvent, hélas, on n'est pas toujours satisfait des changements du coach. J'ai été déçu de voir clairement Bruno rester sur la pelouse. Je veux dire, on repart avec le même problème déjà que la saison dernière et on est qu'au match 1. Je pense que c'est un joueur qui a pas besoin, qui on n'a pas besoin de forcer son temps de jeu. Il va en avoir toute la saison. Donc, quand on a un score aussi large et où on est tant au-dessus physiquement dans un match, ce genre de joueur, il reste pas sur la pelouse. Parce que là, s'il prenait un mauvais tacle et qu'on le perd sur plusieurs rencontres, je pense qu'on les aurait tous eu de travers, clairement, on va pas se mentir. Donc clairement pour moi il aurait dû sortir. James aurait dû rester parce que c'est un joueur de rotation à la base. Donc quand tu mènes largement ton joueur de rotation, il reste en fait sur le terrain tout simplement. Tu remplaces les joueurs que tu veux entre guillemets pas perdre. Donc clairement pour moi au niveau des remplacements ils auraient dû être faits plus tôt parce que même si le score était pas, je crois que on était peut-être à 4, on n'était peut-être pas encore à 5. Mais en tout cas la physionomie du match était clairement établie. Les Leeds n'avaient pas les moyens de revenir sur nous, que ce soit physiquement et curieusement tactiquement, puisque c'est souvent son point fort qui a été annoncé, mais là ils se sont fait manger aussi bien au niveau technique qu'au niveau tactique. Donc vraiment, j'aurais voulu voir Pogba, Bruno sortir plus tôt et clairement Greenwood aussi, clairement pour être remplacé par comme il a fait par Martial, mais les remplacements auraient dû être plus tôt et Bruno aurait dû sortir. Ça, à mon sens, c'est certain. Moi, je suis d'accord avec Jérémy. J'aurais préféré, malgré tout, j'aurais préféré voir Van de Beek. J'ai bien aimé l'entrée de Matic. J'aurais préféré voir Van de Beek à la place de Bruno Fernandes. J'aurais voulu le voir sortir pour qu'il puisse souffler et justement qu'il ait plus de fraîcheur pour les prochains matchs, même si on est qu'au premier match et qu'il peut largement jouer 90 minutes. Mais on sait que la saison sera longue, on aura beaucoup de matchs et vu ce qui s'est passé l'année dernière, ça aurait été préférable de voir Van de Beek. Ne serait-ce que pour lui montrer un peu de considération, parce que il était là toute la pré-saison, il a fait de bonnes apparitions, et malheureusement, il n'a pas pu goûter un peu, surtout en plus avec le public, parce que lui, il me semble qu'il n'a pas connu la faveur du public. Ça aurait pu lui faire un peu de bien, et c'est le seul petit point négatif, à mon sens. Alors, pour ma part, finalement, je crois que je vais un peu combiner les deux. C'est-à-dire que je m'étais aussi posé la question pourquoi on ne sortait pas Bruno.
déjà parce qu'effectivement, à 68e, même avant, le match était déjà plié. Je pense qu'on aurait même limite pu le faire sortir juste après son troisième but. En plus, il aurait eu le droit à une standing ovation pour le premier jour depuis maintenant un an et demi où on a un public plein. Ça aurait pu en plus être un beau symbole. Mais bon, Solskjaer a décidé autrement. J'espère juste que ça sera pas, il fera pas ça à chaque journée, quoi. C'est surtout ça, parce qu'encore sur ce match-là, c'est sans conséquence. Il faut aussi se mettre un peu en jambes, donc c'est pas déconnant de jouer 90 minutes, mais bon, j'ai un peu peur que ce soit ça toute la saison et qu'on se retrouve avec un Bruno Fernandes totalement carbo dès le mois de décembre ou janvier, quoi. Et ça serait un peu dommage, je trouve, au vu du talent immense du joueur, comme je l'ai détaillé tout à l'heure. Et aussi, Van de Beek, c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit titulaire quand même, enfin, qu'on lui donne enfin un petit peu plus de responsabilité dans la mesure où, en plus, il a vraiment montré à travers cette pré-saison qu'il était déterminé à en découdre, à vraiment s'imposer dans ce collectif. Et là, je trouve que c'est un mauvais signal que lui envoie Ole Gunnar Solskjaer, très clairement, même si c'est que la première journée, bien sûr, et que la saison est encore longue. Mais même au moins, même lui faire jouer ne serait-ce que 20 ou 30 minutes, bah, à la place de Bruno, justement, du poste pour poste, même ça, apparemment, n'a pas été fait. Je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, euh, Jérémy disait qu'il n'aurait pas fait rentrer Sancho à la place de James. Sur ce point, c'est ce que j'aurais fait, mais après, c'est vraiment que des petits détails techniques, tactiques. Je pense que faire rentrer Sancho à la place de James, qui a beaucoup dépensé en termes d'énergie et qui a aussi beaucoup raté, ça m'a pas paru déconnant là non plus. Et quant à Matic à la place de McTominay, c'est assez logique aussi, dans la mesure où McTominay, en plus, comme je disais, je crois qu'il revenait de blessure il n'y a pas longtemps, et qu'il était encore un petit peu, qu'il avait besoin un petit peu de repos. Mais autrement, je pense qu'il aurait joué les 90 minutes aussi, quoi. Mais bon. Sinon, ouais, c'est la combinaison de la non-sortie de Bruno et de la non-entrée de Van de Beek que je peux critiquer, mais sur le reste, après, c'est vraiment du détail. Donc, peut-être les faire un peu plus tôt, les changements, effectivement, surtout qu'il y avait déjà 5-1 à la 68e, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est pas problématique pour l'instant, mais à voir sur les matchs qui suivent, par contre, quand les matchs enchaîneront, quand il y aura les matchs de Ligue des Champions milieu de semaine, etc., quoi. Ça permet de faire la transition avec la question suivante, et j'ai envie de dire même les deux questions suivantes. Est-ce que vous pensez que aligner un milieu de terrain Bruno, Pogba, Van de Beek, c'est possible, sachant que Bruno et Pogba, enfin Bruno est titulaire indiscutable, hein, clairement, chez nous. Pogba, avec la prestation de cette semaine, on a du mal à voir comment il pourrait s'asseoir sur le banc là, pour les prochaines rencontres. Van de Beek, voilà, c'est un joueur qui est jeune, qui a été recruté normalement pour essayer de créer une nouvelle dynamique aussi dans notre milieu de terrain. Est-ce que c'est possible, à votre sens, d'avoir les trois ensemble? Et si oui, comment? Ce serait quoi le système que vous mettriez en place pour arriver à ça? Pour le coup, moi, je pense que c'est pas possible. À la limite, ça serait possible de mettre les trois ensemble si on a un véritable joueur à vocation défensive. Donc, c'est-à-dire, on partirait sur un milieu en losange. Je pense pas qu'on jouera en losange parce que c'est très difficile à animer. Surtout que maintenant on a des joueurs de côté, donc pourquoi se priver de joueurs de côté pour un losange? Et là, ce qui est avec les caractéristiques de ces trois joueurs, ils sont tous les trois des joueurs à vocation offensive et il nous faut de la stabilité. C'est pour ça qu'on veut un milieu défensif, un vrai milieu défensif, une sentinelle, peu importe comment on l'appelle. Et c'est pour ça, pour ma part, de mettre les trois ensemble, c'est pas viable. Pour compléter les propos d'Adama avec lesquels je suis totalement d'accord, déjà, effectivement, mais supposons qu'on joue au milieu au losange, ce qui sera vraisemblablement pas le cas, puisque sinon, ça n'aurait eu un peu aucun sens de recruter Sancho, et il y a beaucoup de joueurs qui seraient un petit peu exclus de cette configuration. Je pense notamment au Rashford, dans le moindre mesure au Greenwood. Mais effectivement, si, admettons, on avait un milieu avec Bruno en 10, Van de Beek, Pogba en 8, mais au final, on n'a pas le 6, en fait. On aurait eu un Matic de 28-29 ans, la question était réglée sur ce plan-là. Le problème, c'est qu'il a 33 ans, il a encore de beaux restes, il faut en convenir. On l'a vu en préparation, et je pense que cette saison, il nous sera encore d'une grande aide dans certaines circonstances, mais on ne peut plus compter sur lui comme un joueur titulaire à part entière. C'est une réalité. On n'a plus le Matic de Chelsea chez nous. Quant à Fred et McTominay, Fred en sentinelle, McTominay n'est pas du tout fait pour être en sentinelle de toute manière, c'est clairement un box-to-box. En tant que milieu défensif, c'est vraiment pas dans ses qualités.
notamment par rapport au fait qu'il a un placement très, très, même dans un milieu avec deux pivots, enfin même dans un 4-2-3-1, du coup, en l'occurrence. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de combinaisons qui pourraient fonctionner, puisqu'encore une fois, il y a le problème de ce milieu défensif qui nous fait clairement défaut, c'est-à-dire d'un mec qui sait effectivement bien anticiper, récupérer les ballons, se placer correctement, et en même temps apporter offensivement à travers ses longues passes, donc typiquement un Carrick, quoi, voilà, ou un Matic, c'est vraiment ce joueur-là qui nous manque très précisément. Et le problème, c'est qu'on a des milieux de terrain qui ne sont pas très complémentaires, comme Fred McTominay. Alors certes, défensivement, il y aura quelques garanties, et encore, on ne les a pas toujours vus quand même l'année dernière, hein, surtout en fin de saison, mais ça va être très limitant offensivement. Pareillement, Fred Pogba ou McTominay Pogba, il y aura toujours quelque chose qui manque, et il manque vraiment une pièce au puzzle. Et pour moi, il est clair que si on ne recrute pas ce 6 cette saison, on aura beau avoir Bruno, Van de Beek et Pogba en même temps, ce qui est possible, je pense, c'est possible. Mais si on n'a pas ce numéro 6, on ne pourra rien faire dans tous les cas, quelle que soit la disposition tactique. Je partage l'avis de mes deux petits copains, à une petite exception faite. Dans le contexte actuel, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour moi, à mon sens, c'est pas possible en ayant le coach actuel, parce que jouer en losange, malheureusement, même si c'est plus à la mode, c'est quelque chose qui est possible. Les équipes l'ont déjà fait par le passé, ils l'ont très bien fait. Et que je pense, et on l'a vu, que Van de Beek sait défendre, et que Pogba, quand il a envie, il sait défendre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une notion d'envie qui rentre dans le jeu, et on sait que Pogba, un de ses problèmes, c'est justement la régularité, donc envie, clairement. Moi, je serais plutôt d'avis que ce qui nous manquerait si on devait aligner les trois, et avec l'effectif qu'on a actuel, c'est pas pertinent. Donc, c'est vraiment juste une projection. Ce serait plutôt au contraire un Cavani plus jeune qui nous manquerait, parce qu'à mon sens, le défensif, si Pogba et Van de Beek ont une rigueur que pourrait installer un coach qui est très tactique, comme Bielsa par exemple, au pif. Un joueur qui est capable d'imposer beaucoup de choses à ses joueurs, chose que pour l'instant Solskjaer ne fait pas trop, et puis laisse plutôt des joueurs libres. Je trouve que de leur donner des tactiques très difficiles à appliquer. Il nous faudrait, je pense, surtout un attaquant qui est capable d'apporter un énorme volume pour compenser le fait justement de ne pas avoir de joueurs de côté. Et donc typiquement ce que faisait Cavani en courant partout il y a quelques années. Donc à mon sens, ce serait plutôt en ce sens-là qu'il nous manquerait quelqu'un, parce que je pourrais pas compter sur Martial pour faire ça, et Rashford, je pense qu'il serait pas capable de courir partout, avoir une zone très élargie de gauche à droite, il se perdrait. C'est pas le type de joueur, clairement. Ce qu'il aurait fallu, si je prends des exemples antérieurs, ce serait un Cavani, ce serait un Tevez, ce serait un Rooney, ce serait ce genre d'attaquants qui sont capables d'avaler énormément de volume, et surtout du volume latéral en fait au niveau des courses, parce que sont pas capables de faire tous les attaquants. Mais oui, du coup, les trois joueurs seraient possibles, mais pas dans l'effectif actuel et pas avec le coach actuel. Super, c'est très clair effectivement comme point de vue. Merci à vous trois. Et donc, on va finir donc avec ce match de ce week-end face à Leeds. Si je devais vous demander de choisir un 11 pour jouer Southampton dimanche prochain, donc on joue à l'extérieur à Sainte-Marie, ce serait quoi? Juste, alors c'est pas censé peut-être biaiser votre raisonnement, mais la dernière fois qu'on a rencontré Southampton, c'était le fameux 9-0 quand même qu'on leur a claqué à Old Trafford. Donc en théorie, ils devraient faire des cauchemars avant ce match-là. Donc en 2 minutes, votre 11, Adama. Ben, moi, ça va être assez simple et assez rapide. Pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Je partirais exactement sur la même compo, même si on aimerait tous voir Van de Beek. Je partirais sur la même compo, non seulement pour féliciter les joueurs, les joueurs, et pour leur apporter cette confiance-là. Et donc, je partirais exactement sur la même compo. Même James, qui était ton flop de ce week-end? Oui, parce que on sait qu'il va pas. Le pauvre, il aura moins de temps de jeu cette saison avec l'arrivée de Sancho. Donc, le temps que Sancho se mette en route, parce que je pense pas qu'il ait encore 90 minutes dans les jambes, donc de lui donner 1 heure de jeu et Sancho 30 minutes, ce serait déjà pas mal. Donc, même si c'est un flop, je le mettrai quand même. Très bien. Alors, très compliqué parce que autant avant la première journée, j'avais clairement dans la tête une équipe type. Mais là, il faut admettre que, encore une fois, je suis loin d'être un fan de la paire McFred, hein, comme notre ami Antoine qui n'est pas là aujourd'hui. Mais
Mais clairement, d'un autre côté, ça me paraît pas forcément très prudent de tout chambouler alors que ça avait bien marché à la première journée. Mais après, il y a une vérité qui est différente entre chaque match aussi. Donc, j'aurais peut-être fait quelques petits changements, contrairement à Adama, même si je peux comprendre effectivement la logique de ne pas changer une équipe qui gagne, hein, tout à fait évidemment recevable. Mais moi, je pense que j'aurais fait démarrer Sancho. Je pense, et puis quitte à le faire sortir à l'heure de jeu, mais je pense que c'est le moment justement de commencer vraiment à l'intégrer pleinement au collectif, sachant qu'on peut faire entrer un James en fin de match pour essouffler les adversaires qui ont en plus une défense assez faiblarde, je trouve. Donc, je pense que c'est un bon terrain de jeu pour que Sancho commence. Quant à Varane, je suis partagé parce que quand même, là, il devrait faire partie de la feuille de match, mais il n'a pas disputé une seule minute avec nous. Donc, pourquoi pas une entrée en fin de match si les circonstances sont adéquates. Mais je pense que je resterai encore sur du Maguire-Lindelof. Et pour le milieu de terrain, je ne sais pas si c'est très malin, mais je pense que j'aurais tenté un truc avec Van de Beek à la place de Fred. Mais le problème, c'est que je ne suis pas convaincu que Van de Beek, McTominay, ça ait beaucoup d'automatisme. Donc c'est vraiment un risque que je prendrais. Mais sur tout le reste, je garde les mêmes joueurs. Donc en gros, en conclusion, James, Sancho à la place de James, et pourquoi pas Van de Beek à la place de Fred, même si à mon avis, Van de Beek il rentrera en cours de jeu, hein. Pour moi, si je prends ligne par ligne, pour moi, avec sa prestation et son arrivée, pour moi, au niveau de Lindelof, il est sur la feuille de match comme titulaire, avec potentiellement une entrée pour Varane en fin de match en fonction du score, clairement, pour commencer à lui faire goûter le match. Un peu la même logique avec Sancho quand on en a parlé tout à l'heure. Au milieu, par contre, ce qui se passerait, c'est que pour moi, Fred ne serait pas comme titulaire, il serait sur le banc. Je pense que je laisserai plutôt Matic. En fait, je ferai plutôt une paire McTominay-Matic pour permettre à McTominay de jouer un demi-cran plus haut, pas trop non plus, mais un demi-cran plus haut, et laisser Matic en sentinelle pour avoir un double effet. Déjà, profiter du côté box-to-box de McTominay qui parfois est un petit peu, je trouve, annihilé par le manque de capacité de Fred d'assurer tout seul derrière. Et parce que la compo, dont on n'a pas parlé de ça, mais la dernière compo avec Pogba à gauche, qui en fait ne joue pas à gauche, laisse un énorme vide à gauche, ce qui nuit à l'un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière, Shaw, qui sur ce match était tout seul à gauche. Il a assumé le taf tout seul, et quand il est tout seul, il peut pas monter aussi bien que ce qu'il est monté l'année dernière. Donc le fait d'avoir Matic derrière, ça solidifie un peu plus et ça peut laisser un peu plus d'espace pour Shaw qui pourrait monter un peu plus, et on en a besoin parce qu'on a vu qu'une partie de notre rapport offensif l'année dernière passait par lui, et quand ça passait par lui, ça marchait. Donc j'ai envie de revoir ça. Donc clairement, pour moi, on a besoin d'enlever l'insécurité de Fred pour mettre quelque chose d'un peu plus stable avec Matic derrière. Au niveau de l'attaque, je mettrai Sancho. Je ferai l'inverse, quitte à ce qu'il fasse pas tout le match, mais je commencerai avec Sancho à la place de James. Et je ne sais pas s'il est dispo, j'ai pas regardé, mais s'il y a Cavani qui peut-être, s'il est disponible, pourrait aussi rentrer, je pense, en fin de match à la place de Greenwood, en fonction toujours pareil du résultat et du besoin, mais je suis pas certain que Cavani soit déjà dispo. Qu'il avait une semaine de vacances en plus et que je crois qu'il y a des conditions sanitaires à respecter au niveau du retour au pays. Donc je suis pas certain qu'il soit éligible à la feuille de match. Très bien. Allez, je vous prends au dépourvu. On va faire dans l'ordre. Donc Jérémy, Adama, puis Nat, votre prono pour dimanche, là, en 10 secondes. 2-1. 2-1 en notre faveur. Victoire par un but d'écart. Je pense que 2-1, pas forcément dans la douleur, mais pas en ayant mené 2-0. Donc voilà, 2-1. Bah, allez, 3-0, soyons fous. Éternel optimiste. Je ne vois pas faire un cliquet cette fois-ci encore, mais offensivement, je m'attends quand même à de belles choses. Donc allez, on va dire 3-1. Ok, on va clore la page de ce match. Prochaine partie dans quelques instants sur la Champions League. À tout de suite. On va terminer ce podcast avec un sujet qui n'a rien à voir avec la rencontre contre Leeds ou celle contre Southampton là, qui arrive dans quelques jours. On va parler très rapidement de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort de la phase de poule est prévu vendredi dans 10 jours, donc le 26 août à 18h. La question que je pose à nos invités ce soir, c'est de savoir
quelles équipes ils aimeraient retrouver dans le groupe dans lequel on va tomber, sachant qu'il y a, comme tous les ans, 4 pots et que chaque groupe sera composé d'une équipe du pot 1, d'une équipe du pot 2, d'une équipe du pot 3 et d'une équipe du pot 4, avec l'impossibilité de se retrouver avec des équipes de la même fédération. Donc on ne peut pas tomber avec Chelsea, City par exemple, dans la même poule. Nous sommes dans le pot 2 et donc dans le pot 1, il y avait le choix entre Chelsea, Villarreal, l'Atlético, City, le Bayern, l'Inter, Lille et le Sporting. Dans le pot 3, Porto, l'Ajax, Leipzig, l'Atalanta et le Zénith Saint-Pétersbourg. Et dans le pot 4, le Club Bruges, le Milan, Wolfsburg, le vainqueur du match entre les Young Boys et Ferencváros, le vainqueur du match entre Ludogorets et Malmö. Sachant qu'après, il y a des équipes qui peuvent tomber soit dans le pot 3 soit dans le pot 4, Besiktas, le Dynamo Kiev, et puis après les vainqueurs des matchs de barrage entre le Shakhtar et Monaco, le Red Bull Salzbourg et Brøndby, Benfica et le PSV, et le Dynamo Zagreb ou Sheriff Tiraspol. Donc voilà un peu les équipes contre qui on peut tomber. On ne peut pas tomber contre les autres équipes qui sont dans le pot 2, c'est-à-dire le Real, le Barça, la Juve, le PSG, Séville et le Borussia Dortmund, ni contre Liverpool qui est aussi dans le pot 2 d'ailleurs. Voilà, Jérémy, je crois que tu avais envie de nous faire part de ton groupe. Contre qui tu aimerais qu'on se retrouve et pour quelle raison? Alors, en commençant par le chapeau 1, j'aimerais bien qu'on tombe sur Lille, équipe française. Déjà, ce serait sympa de voir Manchester se déplacer en France. Hein. Je pense que ça fera plaisir à pas mal d'entre nous qui auront peut-être l'opportunité d'aller voir assez facilement le match, ce qui serait donc un gros plus. Si je dis pas de bêtises, Lille a déjà très mal démarré sa saison. Je crois qu'ils ont pris petite claque en allant à Nice, si je dis pas de bêtises. Ceux qui suivent la Ligue 1 confirmeront, mais il me semble que c'est le cas. C'était à domicile. Alors, c'était pas en allant à Nice. Hein. Ah pardon, c'est à l'inverse, c'est chez eux. Donc bon, pour eux, c'est encore pire. Mais du coup, j'aime autant profiter. On va voir si c'est une tendance, même si bon, c'est quand même le champion sortant, mais on verra si c'est une tendance. Mais du coup, c'est sympa, je trouve, de retrouver une équipe francophone. En plus, pareil, pour le 11e podcast, on a des petits souvenirs avec X à Lille et son petit coup franc qui était un petit peu fourbe. Donc voilà, c'est une équipe avec laquelle on a déjà un petit passif, donc c'est aussi sympa de se retrouver et ça change un petit peu des équipes habituelles. Donc en chapeau 1, voilà, je me maintiens. Lille, ce serait pour moi quelque chose de sympa. Quand on passe au niveau du chapeau 3, je pense que l'Atalanta, ça pourrait être pas mal. Déjà le fait de se déplacer pas trop loin non plus, parce que ça aussi, j'en ai pas parlé pour Lille, mais ça compte. Les déplacements, on sait que c'est quelque chose qui est compliqué. En plus, en temps de Covid, ça l'est encore plus. Donc, aller pas trop loin, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait simplifier la logistique. L'Atalanta, c'est une belle équipe. Ça fera quoi qu'il arrive un beau match. Sans être la plus grosse équipe d'Italie, ça reste quand même quelque chose qui a un petit peu de saveur. Et pour terminer, pareil, dans la même logique avec un petit peu Lille, j'aimerais bien que si ça pouvait se faire, ça tombe un petit peu sur Bruges, parce que pareil, ce sont des équipes avec qui généralement ça se passe assez bien. Ce sont des équipes où c'est pareil, il y a du francophone, ça vient pas loin au niveau du territoire, donc il y a peut-être même des Français qui arriveront à aller en Belgique pour voir les matchs, donc ce serait plutôt sympa. Donc pour moi, si on peut éviter le groupe de la mort, c'est une bonne chose. J'ai toujours été persuadé et je le reste que construire une équipe, construire un groupe, ça passe par des victoires et que démarrer dans un groupe de la mort, c'est plus, à mon sens, se donner d'incertitudes que des certitudes. Je vais pas mal rejoindre mon ami Jérémy, hein, clairement. Je pense que je vais aller vite, j'espère. Lille, déjà, effectivement, qui est certes le champion sortant, et un bien beau champion d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, mais qui là, effectivement, commence sa saison d'une manière pas forcément folichonne, avec ce 4-0 reçu contre Nice, effectivement. Je m'y attendais peut-être pas non plus, mais finalement, quand on se rend compte qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs importants, je crois notamment Soumaoro, enfin, après je connais pas très bien leur effectif, mais de mémoire, je crois qu'il y en a 2 ou 3 faciles qui sont partis, quoi. Même s'ils ont toujours Burak Yılmaz, mais qui est quand même un peu vieillissant aussi, quoi. Ou sinon, à la limite, il y avait le Sporting, pourquoi pas, mais l'avantage de Lille, c'est que voilà, il y a le côté francophone, le fait qu'on puisse, pourquoi pas, assister au match, ou puis également le passif qu'on avait avec ce fameux coup franc de Giggs, évidemment. Donc ça reste toujours des souvenirs assez spéciaux, même si c'était au passage ce coup franc à Félix Bollaert chez le rival du RC Lens. Voilà pour la petite anecdote. Pareillement Bruges pour le chapeau 4, pour le côté francophone et parce qu'historiquement cette équipe nous a beaucoup réussi.
Sauf que pour le chapeau 3, par contre, là, je ne serais pas d'accord avec Jérémy. L'Atalanta, c'est une équipe qui peut typiquement nous faire bien chier, si je puis dire, très offensive et qui, je pense, nous causerait beaucoup de problèmes. Je pense très honnêtement, je me méfie pas mal d'eux. Je préférerais plutôt jouer une équipe comme le Red Bull Salzbourg s'il se qualifie ou encore le Dynamo Zagreb à la rigueur. Tant qu'on évite effectivement des équipes turques. D'ailleurs, la Turquie est un pays qui ne nous réussit pas particulièrement, hein, comme on a pu le constater, y compris l'année dernière. La Russie, enfin, je préfère éviter aussi la Russie, l'Ukraine, enfin les pays qui font qu'on aurait un énorme voyage à négocier et qui pourrait poser quelques problèmes aussi de conditions physiques. Euh, du coup, j'opterais plus donc pour Lille, Salzbourg par exemple, puisque l'Autriche, ça va, c'est une distance raisonnable, et Bruges, tout simplement. Et effectivement, un groupe trop difficile, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. On a besoin de se reconstruire et d'aller le plus loin possible. Et ça peut aussi être intéressant d'avoir des matchs plus faciles si jamais on se qualifie au bout de 4 matchs. Comme ça fait 2 matchs où on pourra vraiment faire tourner et ça sera vraiment salutaire au moment d'aborder les matchs du Boxing Day, notamment. Bah, du coup, moi, je vais prendre le contre-pied de mes camarades. Et je veux commencer, en fait, tambour battant, je veux commencer fort. Et c'est pour ça que première équipe du chapeau 1, je partirais soit sur un Bayern, soit sur l'Atletico. Atletico, parce que c'est une équipe assez chiante à jouer, donc ça va être deux styles de jeu différents. Donc une équipe assez compacte, comme on connaît bien. Et ce serait l'occasion aussi de voir notre capacité à pouvoir perforer des blocs bas, notre capacité à pouvoir défendre aussi contre ces équipes-là. Euh, donc moi j'aimerais bien une grosse équipe, donc aussi le Bayern puisque c'est un de nos meilleurs ennemis. Et je trouve aussi que commencer fort, ben justement, si on arrive à sortir d'un groupe fort, ça nous donnera la possibilité d'avoir plus, déjà on aura plus de confiance, et par la suite on pourra espérer aller plus loin. Même si je pense qu'on n'est pas encore capable de jouer les tout premiers rôles en Ligue des Champions, c'est-à-dire le dernier carré, je pense qu'en sortant d'un groupe assez compliqué, ça nous donnerait assez de confiance pour aborder les huitièmes et voir les quarts de finale avec sérénité. Ensuite, sur la deuxième équipe du pot 3, l'Atalanta, clairement, ce serait un rêve de jouer contre l'Atalanta. Il y avait plusieurs autres équipes, il y avait Porto, l'Ajax ou Leipzig, mais Leipzig, on les a déjà joués. Je pense que la meilleure équipe, c'est clairement l'Atalanta du chapeau 3. Euh, Là aussi, c'est un style de jeu complètement différent, c'est-à-dire que si on tombe sur l'Atlético et on tombe sur l'Atalanta, ça veut dire deux styles de jeu très différents. Euh, de, de pouvoir réussir à bien performer contre cette équipe-là, qui est séduisante à voir jouer, on pourrait montrer justement notre capacité à redevenir grand, parce que actuellement on fait plus partie du très haut panier européen, et je pense que ça passe par ce genre de confrontation. Et en dernière équipe, là, on va dire un peu plus léger, un peu plus exotique. Donc, je partirais sur le Dynamo Zagreb, même si le football croate est un football assez technique, donc ça fait encore un style de jeu différent. Faudra pas penser que c'est entre guillemets le match facile, parce que justement, en se disant c'est un match facile, on l'a bien vu l'année dernière, les matchs faciles, comment ça a tourné. Donc voilà. Pour résumer, moi, je partirais vraiment sur un groupe entre guillemets de la mort et réussir à sortir de ce groupe-là montrerait justement nos ambitions et justement aussi ça pourrait aussi nous servir de tremplin pour le championnat qui doit être notre Pour ma part, juste une petite interrogation, mais c'est vraiment sur un aspect de ce que tu as dit. Quand tu dis, et ça se défend bien sûr, que si on arrive effectivement à sortir d'un tel groupe, ça serait bon pour la confiance et la suite de la compétition. J'aurais été assez d'accord s'il n'y avait pas eu cette pause de 2-3 mois quand même entre la fin des phases de groupe et le début des phases d'élimination directe, puisqu'en 2-3 mois, il peut se passer aussi beaucoup de choses, notamment en termes de conditions physiques, en termes de blessures, en termes de dynamique des équipes. Je
pourrais prendre comme exemple le PSG Manchester de 2019. Au moment où on finit la phase de poule, je crois que Mourinho était vraiment dans ses derniers jours à la tête du club et au moment du tirage au sort, tous les Parisiens étaient contents d'affronter United. Sauf que quand Solskjaer est arrivé et qu'on a eu cette dynamique qui a certes été par la suite, on va dire, qui ne s'est pas poursuivie, on va dire, très longtemps, mais la dynamique qui a quand même tenu tout l'hiver a fait que ça a donné déjà pas du tout la même, comment dire, c'était pas du tout la même saveur, quoi, on va dire. C'est assez, je sais pas comment le dire clairement, mais je veux dire, une vérité en décembre, c'est pas du tout celle du mois de mars, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, en soi, qu'on sorte d'un groupe facile ou difficile, pour moi, je suis pas convaincu que ça changera vraiment grand-chose dans nos ambitions ou dans nos manières d'aborder le match des huitièmes de finale, puisque là, il y a quand même 3 mois d'écart, alors que par exemple, dans une compétition type Euro ou Coupe du Monde, c'est que quelques jours. Donc là, effectivement, la dynamique peut se créer et la confiance. Mais c'est aussi éloigné, quand il y a des échéances aussi éloignées les unes des autres, je sais pas. Je suis pas très convaincu par ça, quoi. Mais c'est vraiment sur ce point-là, je chipote un peu. Mais sinon, oui, effectivement, ça se défend totalement. Parfait, merci à tous les trois pour vos avis sur cette question. Donc fin des playoffs, de toute façon, de la Ligue des Champions 24-25 août. Tirage le lendemain, donc le 26 à 18h. Donc on en saura un peu plus sur quelles sont vraiment les équipes qu'on peut affronter la veille du tirage. Et puis si vous avez envie de donner votre avis également sur voilà, les équipes que vous souhaiteriez jouer et pourquoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube ou venir poster sur notre forum un peu et puis discuter avec plein de gens qui seront heureux de vous répondre et de donner leur avis aussi là-dessus. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci également les gars, Adama, Jérémy, Nat pour votre présence et puis vos avis. Et puis en espérant vous revoir très bientôt pour un prochain podcast. Merci à toi, Eli, pour la distribution. Ouais, merci. Merci les gars, c'était sympa. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye. À bientôt, bonne soirée.